Le Talk Eco-Business Acte 7, mesdames, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Contrairement à nos habitudes, aujourd'hui, on ne parle pas d'une thématique, comme d'habitude avec autant de débatteurs, mais aujourd'hui, on parle d'un programme, on parle d'un projet. C'est la Nouvelle République démocratique du Congo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le projet est d'Alexandre Choué. Il est professeur d'université, économiste chevronné, plusieurs fois expert au niveau de la primature, mais également dans d'autres organismes au niveau international. Mais aujourd'hui, il est là pour parler justement de son projet pour la République démocratique du Congo, un projet qu'on aura à découvrir, en tout cas dans un instant. Pour ceux qui ont l'habitude d'écrire sur WhatsApp, en tout cas, on a vu vos messages, mais pour l'instant, on pourra lire le message que dans le prochain numéro, dans le prochain Prime. Cette fois, laissons le temps à l'invité de pouvoir étayer un peu sur ce grand programme qui, en tout cas, est à la hauteur de cette grande nation, Alexandre Choué, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est toujours un plaisir de l'avoir. On aimerait savoir d'emblée, quand vous parlez de la Nouvelle République démocratique du Congo, est-ce simplement au niveau conceptuel ? Mais vous pensez qu'il y a des éléments substantiels dans le fond qu'il faut complètement changer, tels que les différentes politiques, de problèmes d'hommes qui aussi plombent la République démocratique du Congo. Lorsque l'on parle d'un renouveau, cela suppose qu'il y a eu un ensemble de faits observés, un ensemble de comportements ou attitudes affichées par ces acteurs qui n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population congolaise. Et cette population qui a longtemps souffert voudrait voir justement son cadre de vie changer. Et puisqu'elle est ainsi, donc le renouveau que nous prenons ou le renouvellement que nous souhaitons obtenir, c'est donc un changement profond et radical des mécanismes de gouvernance, de gestion de la République, afin de donner aux Congolais un nouvel élan de vie, des conditions de vie meilleures et donc les engager sur une trajectoire de développement soutenue et contenue. Alors, un développement intégral, c'est vrai, cela passe également par le secteur économique qui d'ailleurs est l'élément essentiel, ou d'ailleurs, en tout cas, vos compétences ne sont plus approuvées, mais on a l'impression que ces programmes ressemblent plutôt aux différents, je dirais, projets de société que élaborent la plupart des politiques. Est-ce qu'on doit le voir dans ces sens-là, ou c'est plutôt un canevas, une ligne de conduite économique qui permettra à la RDC de pouvoir sortir du bourbier dans lequel il se trouve depuis belle lurette? Un projet politique, peut-être, mais je commence d'abord par dire que c'est une réflexion profonde pour l'intérêt de ce grand pays qui est le nôtre. En tant que fils de ce pays, en tant qu'acteur à un certain niveau de développement de ce pays, je pense qu'il est important pour nous de réfléchir à fond sur les problèmes qui dérangent notre société et de mettre en valeur tout ce que nous avons comme intelligence, compétence et attitude pour que l'on puisse justement aider ce pays à se relever. Donc d'abord, il n'y a pas une motivation purement politique, mais plutôt une motivation de développement. Et pour moi, je pense que la politique, c'est un instrument qui doit servir au développement. Il faudrait que l'on arrête dans ce pays de faire la politique pour la politique ou chercher le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir d'être utilisé pour bâtir une société meilleure et donner aux Congolais la possibilité de vivre dignement et de pouvoir se comparer aux autres à l'échelle internationale. Alors, c'est comparé à l'échelle internationale, cela requiert autant de préalables. Par exemple, j'ai lu le projet où on parle de réformes structurelles et profondes, mais la question c'est que sur le plan économique, après avoir examiné différents problèmes du Congo dans, je dirais, la durée de temps, quels sont les éléments qui vous ont poussé à cette réflexion? Quels sont les problèmes que vous avez diagnostiqués dans dans la République démocratique du Congo qui aujourd'hui constituent le principal frein au développement intégral que vous voulez et que veulent les Congolais? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que lorsque je parle de la Nouvelle République, ça suppose réellement un changement profond. Et ce changement est attendu de tous parce que les indicateurs de développement montrent que la RDC se comporte très mal alors que nous sommes richement bénis de Dieu. La situation dans laquelle vivent les Congolais n'est pas une situation reluisante et donc c'est un élément important qu'il faudrait soulever. Et donc ce changement veut que les acteurs à tous les niveaux, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont gouvernés, puissent tous changer d'attitude pour que le pays puisse reprendre. Et donc il y a besoin qu'on aille de l'avant.
Et avant que l'on puisse même parler de cette question des facteurs ou des éléments d'observation, je voudrais moi, à mon niveau, d'abord faire remarquer que ce changement doit se fonder sur 3 principes essentiels. Et ces principes sont les suivants. Je pense qu'il faudrait que l'on puisse convenir que le Congo appartient aux Congolais et donc tous les Congolais ont des droits sur ce pays. Riches ou pauvres, hommes ou femmes, gouvernants ou gouvernés, tous on a des droits sur ce pays. Travaillant ou ne travaillant pas. Oui, donc tous nous avons des droits sur ce pays et donc il est important pour nous que l'on puisse donner à tous les Congolais la possibilité de jouir de leurs droits. Mais un élément que je soulèverai ici, c'est que pour bien ou pour mieux jouir de ces droits, il faudrait commencer par mieux accomplir ses devoirs. Deuxième élément sur lequel je voudrais établir, c'est que le progrès de ce pays est l'affaire de tous, de tous les Congolais. Et donc, on n'a pas besoin de faire une quelconque discrimination pour faire avancer ce pays. Il faudrait que tous nous soyons impliqués à des niveaux certes différents, mais que l'on soit tous impliqués dans le processus de la construction de notre pays, car notre futur en dépend. Et enfin, le dernier élément que je voudrais faire remarquer, c'est que l'on doit comprendre que l'action publique, l'action gouvernementale doit avoir comme objectif fondamental la recherche du bien-être de la population congolaise. Ce sont des éléments qui ont fait longtemps défaut dans ce pays en ce qui concerne la gouvernance d'ensemble du pays. Alors, par rapport aux éléments qui, selon vous, qui selon nous seraient à la base des malaises et des maux observés dans ce pays, il y a lieu de faire remarquer que le premier élément qui, selon nous, a posé problème, c'est la gouvernance politique et sécuritaire. Comment est-ce qu'on a eu à gouverner ce pays? Est-ce que les politiques définies et mises en application ont été les politiques qui auraient pu apporter aux Congolais le mieux-être ou le bonheur? Je ne pense pas. À plusieurs égards, il y a eu des ratés en termes de conduite des politiques, ce qui montre qu'il y a eu des choix non objectifs et non rationnels qui ont fait mal à ce pays. Sur le plan économique, le pays est richement béni, mais la situation n'est pas aussi reluisante parce que justement, le modèle de développement économique qui a été mis en place n'est pas à la hauteur des attentes. Donc, les politiques conçues et mises en œuvre sur le plan économique ont été aussi désastreuses dans la plupart des cas. C'est vrai qu'il y a eu des moments où la situation a été bonne ou assez bonne, mais il ne faudrait pas s'en réjouir parce que nous sommes en tout cas loin de ce que devrait être le pays eu égard à nos ressources naturelles et ressources humaines. Donc là, c'est un autre élément. Et sur le plan humain, il faut faire remarquer aussi qu'on n'a pas eu à investir correctement dans l'homme. Aujourd'hui, tous ceux qui étudient les questions de développement dans le monde vous diront que le principal facteur de progrès, c'est le capital humain. Mais comment est-ce que nous, on a eu à investir dans l'école, dans la santé, la nutrition? Quels sont les efforts qui ont été déployés et comment est-ce qu'on accorde de l'attention à ces secteurs d'activité dans les politiques publiques, même dans le budget de l'État? Lorsque tous ces secteurs réunis ne reçoivent même pas 20% du budget de l'État ou même pas 15%, c'est qu'il y a un problème de choix. Et ces choix montrent justement la vision qu'on a du pays. Donc bref, c'est pour dire que dans pratiquement tous les domaines de la vie nationale, il y a des difficultés et des défis à relever. En matière d'infrastructure, il y a un déficit infrastructurel très important en termes de routes, en termes d'accès à l'eau, à l'électricité, alors que le potentiel de production de l'eau, la RDC, est énorme, le potentiel de production d'électricité avec différentes sources d'énergie est assez impressionnant. Mais bref, c'est pour dire que nous avons tout sauf rien, mais aussi nous avons la misère parce que justement, on n'arrive pas à mettre en œuvre des politiques dignes de ce pays. Alors, à mon humble avis, les 3 éléments essentiels pour la productivité. J'allais commencer par le manque de stratégie, mais ça découle du fait de l'absence de compétences, pas des ressources humaines qualifiées, pas de stratégie simple, moins de moyens de pouvoir produire. Est-ce que vous pensez que la RDC aujourd'hui, avec cette situation politique qui s'est quand même tant soit peu améliorée, a le moyen de pouvoir répartir à zéro pour pouvoir assurer justement ces développements? Ou vous pensez qu'encore sur le plan politique, il y a des contraintes, il y a 2 choses qu'il faut régler? Par exemple, est-ce que le climat des affaires congolais est encore assez attrayant? Puisqu'on sait que cela est souvent sous contrainte de la situation politique. Et en bref, est-ce que la RDC aujourd'hui a le moyen de sa politique pour pouvoir y aller de l'avant?
Il faudrait d'abord faire remarquer que la tenue des élections en fin d'année 2018 a été un élément très important parce que ces 3 dernières années, la situation économique, financière et sociale du pays a été très mauvaise dans la mesure où le contexte politico-institutionnel du pays a été tel que la perte de confiance des hommes d'affaires a eu à se consolider au fil des années. L'investissement a eu à mal se comporter. Certaines choses qui auraient pu être faites n'ont pas été faites à cause de ce contexte politique assez fragile et assez préoccupant. Donc ça montre que la situation politique et institutionnelle du pays n'a pas été favorable à l'épanouissement sur le plan économique, financier et social. Dans ce climat de confusion où il y a eu un gouvernement ou des gouvernements dirigés par l'opposition, alors que la loi dit que le chef d'État gouverne avec sa majorité, bien sûr, le contexte politique qui était assez difficile, ça a conduit à un monstre, dans ce sens que dans un gouvernement, on a retrouvé l'opposition et la majorité, et des gens qui ne regardaient pas forcément dans la même direction. Et donc tous ces éléments ont concouru à l'inefficacité de l'action du gouvernement. Et quand vous tenez en compte des mécanismes par lesquels certaines personnes ont eu accédé à certaines fonctions, vous comprendrez qu'il y a un problème. Parce qu'il faut comprendre. Mais est-ce qu'on échappait de cela, permettez-moi, dans le contexte actuel, dans la mesure où, pour un régime semi-présidentiel, où il y a la présidence qui partage le pouvoir avec presque le Parlement et les autres institutions, il y a deux catégories, des classes politiques ou encore 2 formations politiques qui se les disputent. Est-ce que de ces côtés-là, politiquement, l'absence d'une vision cohérente ou d'ensemble continue à planer sur la RDC? Oui, c'est un problème parce que justement, nous n'avons pas, nous, intégré jusque-là la notion de la nation ou l'intérêt de la nation. Je crois l'avoir dit il y a quelques jours à certains amis, c'est que nous devons arrêter de réfléchir en termes de FCC. Que gagne le FCC? Que gagne Cash? Que gagne la Mouka? Mais on devrait plus parler de que gagne la République démocratique du Congo. Si on réfléchit en ces termes, justement, nous, acteurs, que ce soit de la majorité de l'opposition actuelle, eh bien, on aura tendance donc à réfléchir d'abord sur les vrais problèmes du pays et accorder une certaine primeur à ce qu'il faudrait faire pour aider le pays à aller de l'avant. Ça, c'est un élément qui dérange pour beaucoup. Et donc, je suis ceux qui pensent que, oui, il y a eu un pas qui a été franchi dans la mesure où on a tenu les élections, il y a un nouveau président de la République, il y a de nouvelles institutions qui se mettent en place, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous avez remarqué vous-même que durant le processus de mise en place des institutions, il y a eu quelques difficultés, il y a eu des soucis, notamment la question de la corruption qui a été évoquée lors des élections sénatoriales. Donc bref, c'est pour dire qu'il y a un pas, mais les défis sont encore là parce que les tares qui font que le pays soit encore en retard sont dans l'homme congolais. Et il faut faire un effort pour les extirper. Et cela demande beaucoup des lois, le respect des lois, la sanction, la discipline, la rigueur à tous les niveaux. Si le chef d'État s'impose lui-même la rigueur, la discipline, qui peut y déroger? On dira presque personne. Alors, dans votre projet, j'ai vu un schéma, la vision, la stratégie, un plan quinquennal, si je ne me trompe pas, un plan sectoriel, je crois. Mais parlons d'abord de la question de la vision. Puisque vous êtes le porteur de ces projets, quelle est en gros votre vision pour cette nouvelle République démocratique du Congo? On va partir secteur par secteur. Commençons par la question des ressources humaines pour l'homme. Quelle est votre vision pour améliorer justement l'état de l'homme congolais qui pose problème jusqu'à là? Le changement que je suis en train de prôner se situe à différents niveaux. Et pour moi, le premier élément, c'est le changement de comportement de l'homme congolais. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord que l'homme congolais puisse abandonner les mauvaises habitudes et faire prévaloir les valeurs, les mérites, les droits, le respect de l'autre, le respect de l'intérêt collectif. Bref, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un changement au niveau de la classe dirigeante. Je pense que c'est un processus qui est en cours. Il faudrait donc avoir une classe d'hommes d'État, des personnes qui réfléchissent en termes de l'intérêt de la RDC et non pas des politiciens démagogues comme on l'a connu dans ce pays. Dans ce pays, mais où et comment dénicher ces hommes d'État? Ça, c'est la grande question. Puisqu'on suppose qu'il s'agit là de questions d'individualité. Comment dénicher justement le potentiel en termes des ressources humaines des gens qui peuvent apporter une politique constructive? Moi, je suis un chrétien et je crois en Dieu. Et j'ai souvent envie de dire aux gens que si Christ était retrouvé dans certains comportements qui ne reflètent pas le message qu'il prêchait, l'évangile de Christ serait stérile,
si pas un message en voie de disparition. Mais ce message de Christ résiste dans la durée, dans le temps, parce que Christ a prêché par l'exemple. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous, acteurs, nous puissions montrer qui nous sommes réellement à travers nos agissements. Si un acteur a l'habitude de se compromettre, il prend des engagements qu'il ne respecte pas, il est censé faire un travail qu'il ne fait pas avec beaucoup de sérénité. Les gens qui ont excellé dans les détournements du deniers publics, devrait-on les prendre encore pour diriger ce pays? C'est comme si on se moquait de la population. Parce que les gens qui ont fait le mal doivent être sanctionnés. Si pas arrêtés, parce qu'on n'est pas là pour arrêter les gens, mais quand même faire prévaloir la justice, c'est important, et mettre hors état de nuire tous ceux qui n'ont pas de l'amour pour la République, des personnes qui ne sont pas dévouées pour la cause des Congolais. Ça, c'est donc un élément très important. Et il faut aussi que l'on puisse connaître une élévation. J'ai parlé du changement de comportement de l'homme, c'est parce qu'il faudrait que l'on puisse, nous, élever notre façon de réfléchir. Vous irez au Bas-Congo, quand il y a un candidat du Bas-Congo, même si, ou du Congo central, même si son programme n'est pas valable, parce qu'on dit que c'est notre fils du terroir, il a grandi ici, on va le voter, quel que soit le discours qui tiendra. Le facteur confiance qui est autant important, le facteur confiance. Est-ce que c'est ça la confiance ou c'est plutôt le tribalisme? Une question de perception, peut-être les autres vous diraient qu'on a confiance en lui parce que c'est notre fils, on le connaît. Notre fils, et si notre fils a été dans le passé un voleur remarquable, on va faire confiance juste parce que c'est notre fils. Non, quand même. Il faut éviter ce genre de discours. Nous devons regarder les comportements des gens. Mais pour moi, je suis de ceux qui pensent qu'à terme, il faudrait que ces histoires de tribus disparaissent. Excusez-moi, mais c'est une réflexion profonde. Dans certains pays développés, il y avait des tribus. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. En France, on ne parle plus des tribus. C'est un élément qui dérange le pays. Comment élaguer ces principes lorsque les éléments constitutifs, c'est-à-dire dans la cartographie politique, les partis politiques dans ces formes sont nés de plateformes, je dirais, à caractère ethno-tribal. Je parlerai des Labako, je parlerai et des autres, qui se sont transplantés de mouvements socio-culturels à des mouvements politiques. Aujourd'hui, ça a pris de l'ancrage pour que ça puisse disparaître. Ce n'est pas impossible de changer, c'est juste une question de mentalité. Vous savez, hier encore, je parlais de ça avec un monsieur. Et je lui ai fait savoir que je n'ai pas d'amis directs ou très proches, originaires du même coin que moi. Je n'en ai pas. Et ça me réjouit. Je voudrais être ami de tous les Congolais. Et des fois, quand certains me demandent « Tu es de quelle province ?» Ma réponse est « Je suis du Congo. » Je m'identifie à ceux du Congo central, à ceux du Grand Bandundu, du Grand Kasaï, de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne province orientale. Bref, je m'identifie à tous les autres. C'est à ce prix justement qu'on aura de l'amour pour ce pays et on sera aussi capable de changer les choses. Parce que si on réfléchit en termes de contrée, de points d'origine, on va avoir une mauvaise lecture des politiques à mener. Et ce n'est pas ça ce qu'il faut. On veut que le pays soit totalement et globalement développé. Voilà. Alors, puisqu'on a parlé de la question de l'homme, j'aurais aimé que vous nous disiez, par exemple, schématiquement, ce que vous comptez faire pour le secteur de la formation professionnelle, par exemple, parce qu'il faut dire vrai, il faut valoriser le métier, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faudrait pour la question de l'enseignement, qui, malgré l'exigence constitutionnelle de la gratuité, continue à poser problème parce que la création des richesses ne permet pas de couvrir justement le moyen à pouvoir financer ces secteurs-là. Je sais que vous aurez peut-être un avis contraire parce que vous croyez que le Congo peut mobiliser autant pour pouvoir faire cela, mais dans la mesure du possible, dans le concret, on n'est pas encore à ces stades-là. Quelle est la vision d'Alexandre Chou sur la question de la formation qui est le pilier, l'élément essentiel pour former des personnes valables dans les jours à venir? Je commence par faire remarquer que l'homme est le principal acteur du développement. Pourquoi je le dis? C'est parce que justement c'est à lui qu'il revient de poser les actes nécessaires pour obtenir le changement. Et il a intérêt à le faire parce que justement il en est le principal bénéficiaire. Donc il est au centre du processus de développement. Mais comment peut-il jouer ce rôle ou contribuer à ce processus de développement lorsqu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a comme défi, enjeu, et lorsqu'il est incapable de concevoir les politiques, sinon les mesures à mettre en œuvre pour changer la situation et améliorer les conditions de vie? Ça, c'est un élément qui en fait, devrait être au centre de toutes choses. C'est pour ça que vous remarquez que tous les pays développés aujourd'hui, et même les pays émergents, accordent
un intérêt particulier à ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire le savoir, l'éducation, la connaissance et même la santé. Ce sont les éléments qui font le capital humain. Et donc, ici en RDC, on n'a pas eu à investir suffisamment dans le secteur et on a eu des comportements peu corrects dans le secteur, ce qui a fait qu'on n'est pas arrivé à doter ce pays d'un important stock de capital humain à même ou capable de pouvoir soutenir le processus de relance et de développement de l'économie. Ce qui fait que nous sommes toujours à la traîne. Donc, aujourd'hui, il faut apporter un changement profond dans le secteur de l'éducation. Et en ce qui me concerne, les actions à mener se situent à divers niveaux. Il y a d'abord besoin de faire des réformes dans la gouvernance du secteur. Comment est-ce que l'État, les privés qui interviennent dans le secteur devraient se comporter pour garantir l'efficacité et le sérieux dans le fonctionnement du système éducatif, dans la prise en charge médicale, dans l'octroi des soins de santé. C'est une question importante. Deuxième élément, c'est le contenu des programmes. Comment est-ce qu'on peut prétendre former des gens compétitifs et capables de faire face à la concurrence internationale lorsque les programmes de formation ne sont pas à la hauteur des exigences du pays et du monde? Nous sommes dans un monde qui se globalise au jour le jour et donc on devrait faire des programmes qui tiendraient compte des effets de la concurrence, mais aussi tenir compte de nos besoins en matière de développement parce qu'il faut que l'homme soit capable de transformer ce pays. Mais si les programmes d'enseignement ne répondent pas aux problèmes réellement observés dans le pays, à quoi bon? Donc il y a un problème. Et donc il faut qu'il y ait des réformes dans le programme. Je suis tenté de poser la question de savoir qui reprochez-vous au système éducatif actuel? Regardez, moi je suis économiste et dans mon cours de microéconomie par exemple, il y a un chapitre qui porte sur la production. Mais je ne suis pas moi un enseignant de l'ingénierie pour vous dire que voilà, on produit ainsi. Non, j'aborde la question sous un angle purement économique et financier. Mais il revient aux ingénieurs de transformer ce pays. Et regardez un peu dans la panoplie des gens que notre système éducatif met sur le marché du travail. Combien sont les ingénieurs que nous avons et combien d'économistes, de juristes, de politologues. Vous voyez un peu. Et aussi, quelle est la qualité des personnes que l'on met sur le marché. Ce pays, pour se développer, a besoin de beaucoup d'ingénieurs, mais on n'a pas assez. On n'a pas la maîtrise de la technologie, c'est un élément qui dérange beaucoup. Et donc, quand je parle de cette réforme, ça suppose donc que l'on devrait donner une certaine importance à certains secteurs ou certains départements qui ne sont pas encore développés, mais qui devraient être développés pour aider le pays à aller de l'avant. Ça, c'est une chose importante qu'on devrait faire. Et aussi, dans les programmes existants, on doit faire un effort pour se mettre au niveau des standards internationaux en matière. Au niveau toujours de faculté d'économie, par exemple, de plus en plus, nous parlons de l'économie institutionnelle. Y a-t-il un cours d'économie institutionnelle dans nos facultés de sciences économiques? J'ai soulevé cette question et Dieu merci, notre doyen de faculté a reçu positivement cette suggestion et il m'a dit qu'il allait se battre pour faire la réforme. Donc ouais, c'est un élément encourageant, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin de faire un changement de programme pour arriver à se hisser au même niveau que les autres pays, les pays qui sont déjà avancés. Bon, au-delà de cela, il y a aussi le comportement des acteurs dans le secteur. En tant qu'enseignant, il ne m'appartient pas à moi de venir à l'université, non pas pour enseigner, mais pour rançonner les étudiants, demander de l'argent aux étudiants. Ce n'est pas ce qui m'est confié comme tâche. Lorsque un enseignant se comporte de la sorte, c'est un problème. Il ne m'est pas donné à moi en tant qu'enseignant de venir harceler les étudiants. Là, vous voyez le verre à moitié vide. Cet enseignant, quand il n'est pas pris en charge, quand le contrainte familiale prend les déçus sur l'enseignant qu'il est, n'est-ce pas là une raison valable? Pour aller toucher aux filles ou baratiner les étudiantes, non, ce n'est pas une raison valable. Okay. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent ainsi. J'ai commencé ma carrière comme assistant à l'UPC, je ne gagnais pas grand-chose, mais j'ai fait de mon mieux pour me distinguer dans mon travail et ne pas me distinguer dans des comportements légers, ce qui fait que j'obtiens le respect des autres par ma façon de faire. J'ai pas besoin des millions pour me faire respecter, c'est d'abord mon comportement qui me donne l'estime et la valeur devant les autres. C'est le point de départ de toute chose. Et si vous êtes sérieux dans ces petites choses, vous verrez que les portes vont s'ouvrir pour des grandes choses parce qu'on vous prendra au sérieux et certaines portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Donc il y a vraiment nécessité de faire des changements profonds. Et vous savez, il y a quelque chose aussi. Nous sommes surtout au niveau de l'université, nous avons beaucoup de facilité. Parce que, en plus de l'enseignement,
on peut être utilisé dans divers secteurs de la vie nationale, comme consultant. Comme consultant, oui. Oui, et ça paye. Comme conseiller des ministères. Mais pour arriver à certains milieux, notamment consultant auprès des organismes tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, il faut se distinguer. Et donc, si vous voulez apprécier les vraies valeurs intellectuelles d'une personne, regardez ce que la personne fait et par qui cette personne est sollicitée pour faire un travail scientifique intelligent. Et là, on peut donc apprécier la personne à sa juste valeur. Voilà. Maintenant, je me rends compte que j'ai vu dans le projet, vous avez également parlé du système ou encore du modèle économique congolais. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire dans ça. Vous avez réparti les 3 périodes. Où il y avait une période d'avant avec une tendance inflationniste assez très élevée. Vous avez parlé de moins 7% jusqu'à aller au-delà. Il y a eu une période de vache grasse, la période entre, je crois, on va parler de 2005 à 2015, et puis après, la période courante où vous décriez les choses un peu très catastrophiques. Mais la question, c'est que pendant la période grasse, sous la gestion d'Augustin Matata, où les indicateurs dans le cadre macroéconomique étaient très positifs, il est même passé dans d'autres pays où la RDC était passé pour modèle, mais on a l'impression que c'était une question d'homme, on n'avait rien bâti dans la durée. Est-ce que simplement un problème de management ou c'est parce que la politique appliquée était en fait du cosmétique, c'était fait pour une courte durée ou pour des besoins d'apparence et qu'après le départ de l'homme, rien n'est plus resté, tout le château s'est écroulé. L'action est menée par l'homme. Et donc, le comportement de l'homme détermine les résultats et les progrès enregistrés ou à enregistrer. Si de 1990 à 2000-2001, notre économie s'est mal comportée, c'est justement parce que le modèle de gestion de l'économie posait problème. Nous avons eu à un moment donné la Gécamine qui a réalisé des grandes performances et il y avait donc un surplus que la Gécamine a réalisé. Que faisions-nous à l'époque de ce surplus? Était-il réinvesti, réinjecté dans l'économie ou était-il dilapidé? C'est la grande question. Il y avait une mauvaise gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État, notamment la Gécamine qui était autrefois considérée comme étant le poumon de l'économie congolaise. Donc là, il y a un problème de gouvernance. Au niveau macroéconomique, à l'époque, laissez-moi vous dire qu'il y avait une sorte de vandalisme dans la gestion des finances publiques et dans la gestion monétaire où n'importe qui pouvait activer le compte général du Trésor, c'est-à-dire faire des dépenses à l'État sans passer même par le gouvernement ou sans avoir l'accord du Premier ministre, ce qui est anormal. Il existe en matière de finances publiques 4 étapes à respecter dans le processus d'exécution des dépenses de l'État. Et est-ce qu'on le faisait autrefois? On ne le faisait pas. Donc il y avait un désordre indescriptible. Ce qui fait que de ce désordre où les finances publiques étaient mal gérées, où la Banque centrale était mal gérée, il est résulté un niveau d'inflation très élevé. On a atteint des taux d'inflation de plus de 1000% dans les années 90. C'est de la mauvaise gouvernance. C'est vrai que le contexte politique était assez particulier, mais il faut dire que c'était d'abord une question de gouvernance. On avait une mauvaise vision et une mauvaise façon de faire les choses. Et cela est souvent observé lorsqu'on est dans un système où on est là plus pour chanter et danser pour ceux qui sont au pouvoir, alors que ce n'est pas ça ce qu'il faut pour un pays. Donc voilà un peu ce qu'on a connu dans les années 90. Et à partir de 2001-2002, le pays a renoué avec les partenaires extérieurs dans le cadre de certains programmes, notamment le programme intérimaire renforcé, le programme économique gouvernement et d'autres programmes sectoriels. Et à travers les actions menées, on est arrivé à casser l'hyperinflation. Un exemple, on a eu à imposer un mode de gestion des finances publiques qui était une gestion sur base caisse. C'est-à-dire qu'on engage les dépenses qu'en fonction des recettes mobilisées. En termes, on a fait un effort pour restreindre le déficit public. Une telle option est salvatrice et les résultats ont été bel et bien présents parce que justement on est arrivé à toucher un des éléments qui posait problème, c'est-à-dire que l'État dépensait trop alors qu'il n'avait pas assez de moyens et son comportement était en train d'alimenter justement l'inflation. Comment ça? Le déficit de l'État était couvert par la planche à billets.
Et donc c'est un mécanisme qui nourrit l'inflation et qui dérange par la suite. Et maintenant, vous avez parlé du gouvernement Matata. Mais le gouvernement Matata a initié un projet de loi des finances qu'on appelle la LOFIP. Et dans ce projet de loi, il était préconisé le non-recours à la monétisation des déficits publics. Donc, plus de recours aux avoirs centrales. Et donc, durant la période de gestion de Matata, on a arrêté cette pratique. Ce qui a fait qu'on a pu casser la dominance des finances publiques sur la gestion monétaire. Et donc, on est arrivé aussi à réduire le déficit des opérations de l'État. Et à faire des réserves importantes. Voilà, constituer des marges de trésorerie et qui ont permis justement d'améliorer ou de lisser la trésorerie de l'État. Donc, c'est un comportement. Matata est parti. Et après Matata, on a encore eu à recourir à cette pratique. Donc on peut dire que dans votre vision... C'est pour dire que c'est d'abord un problème de comportement. Comme je dis, quand j'ai parlé du changement, j'ai commencé par le comportement. Je vais pas parler de la classe politique. J'ai parlé du comportement du Congolais. C'est après qu'on parle du changement de la classe politique. Après, on parle du changement du modèle économique. Après, changement du cadre de vie des Congolais. Ce sont les 4 changements essentiels qu'il faudrait observer pour que l'on passe de la République du Congo à la nouvelle République du Congo. Voilà. Mais c'est l'homme qui est au centre de tout. Et là, j'ai encore montré que ce sont des problèmes de choix opérés par les hommes. Alors, quand on parle de la question du modèle économique, revenons quand même sur la question de la maîtrise du cadre macroéconomique. Mais avant, je préfère qu'on parle de la situation monétaire. Aujourd'hui, vous avez parlé dans votre projet de l'éternelle question de la dédollarisation de l'économie nationale congolaise. Mais dans le rapport de force, on a l'impression que cette monnaie-là est encore vulnérable aux devises étrangères. Quelle est la méthode la plus simple pour pouvoir appliquer ou pouvoir atteindre cette politique? Qu'allez-vous faire là où la plupart des autres n'ont pas réussi à atteindre? La monnaie, tout économiste vous dira que c'est une question de confiance d'abord. Donc si la monnaie congolaise n'arrive plus ou n'arrivait plus à un moment donné à assurer les fonctions pour lesquelles elle a été créée, c'est souvent à cause d'un problème de crédibilité et de confiance. Et cette crédibilité résulte de la manière dont les politiques sont mises en œuvre. Il fut une période où, surtout à l'époque de Mobutu, il suffisait qu'on dise que la banque du Zaïre a pris telle option ou a fait quelque chose. Mais les mamans au marché revoyaient à la hausse les prix. Parce que justement, il y avait une sorte d'effet mémoire qui pesait sur la population, si bien qu'à un moment de rien, les gens anticipaient à la hausse des prix, spéculaient, parce qu'on avait peur. Donc c'est un élément, le fait qui a beaucoup dérangé, c'est la crédibilité des politiques. Et si aujourd'hui nous voulons justement dédollariser notre économie, ça doit se faire dans la durée, mais il faut donner des indicateurs, des indices de confiance pour que les gens croient en la monnaie nationale. Et les efforts à fournir doivent commencer d'abord à faire quoi? À stabiliser durablement le cadre macroéconomique, c'est-à-dire maintenir l'inflation à un niveau très bas, préserver la valeur de la monnaie nationale par rapport aux devises, et cela permettra à ce que la monnaie puisse justement jouer ses fonctions essentielles au sein de l'économie. Mais lorsque la monnaie n'arrive pas à jouer ses fonctions essentielles et que les agents économiques décident de se cacher ou de trouver refuge derrière les devises extérieures, c'est un comportement qui est économiquement rationnel. Et on ne peut pas imposer aux gens de ne pas vouloir se mettre à l'abri d'un mal. Mais il faut plutôt agir dans le sens contraire, c'est-à-dire chercher à garantir la stabilité du cadre macroéconomique pour créer cette confiance nouvelle et progressivement amener les gens à se départir de la monnaie étrangère au profit de la monnaie nationale. Mais si vous n'êtes pas capable de stabiliser durablement à cause de vos faiblesses en matière de gestion des finances publiques, en matière de gestion monétaire, en matière de surveillance du système financier, mais ne payez pas les gens. C'est ça que je dis qu'il y a un problème dans les politiques. Dollariser l'économie, ça suppose des efforts continus et soutenus dans le temps. De 2010 à 2015, cette stabilité était là. Et si on avait pu la consolider durant les 3 années qui viennent de s'achever ici, je pense qu'on aurait eu une autre lecture. Mais fort malheureusement, ça n'a pas été le cas. Regardez bien, on a fini, je crois, 2015 avec un taux d'inflation de 1% ou 1,24%. Ouf, bien après, 2016, avec tout ce qui est comme changement sur le plan politique et ainsi que l'influence de la morosité de l'économie mondiale, on est passé à une inflation de plus de 11%. Et 2017, on a fait un shift important, on a atteint 54% d'inflation. Vous voyez ce que ça représente? Bref, ce sont des éléments en fait, qui ont montré que oui, ça n'allait pas. Mais si vous rentrez dans les thèmes, vous avez remarqué que ce dérapage est lié, certes,
au caractère extraverti de l'économie congolaise, mais aussi aux erreurs de politique qui ont été commises. Mais quel est l'élément qui a prépondérance sur l'autre? Parce que lorsque vous avez soulevé un élément important, une économie extravertie où, en termes de productivité, on ne produit presque rien, tout est venu de l'extérieur. Quoi de plus normal de se mettre en sécurité pour lutter contre la plupart c'est-à-dire le caractère impétueux de la valeur monétaire qui, en République démocratique du Congo, est-ce que résoudre le problème de la production au niveau interne serait un levier important pour pouvoir résoudre la question, ou encore serait un élément essentiel dans la maîtrise du cadre macroéconomique? Nous, économistes, nous disons que la politique économique poursuit 4 objectifs. Il y a, premièrement, la croissance économique, le maintien de la stabilité des prix intérieurs, la lutte contre le chômage et l'amélioration de la position extérieure du pays. Mais de ces 4 objectifs, le principal, c'est celui de croissance, car la croissance économique permet justement de garantir la stabilité des prix, permet de lutter contre le chômage et permet aussi d'améliorer la position externe. Et donc, quand on parle de croissance économique, on voit l'évolution de la production. Oui. Et donc, c'est le centre même de l'activité économique. Tout part de la production. Et donc, je suis de ceux qui pensent que des efforts doivent être fournis de manière soutenue pour que notre économie puisse produire plus et même offrir une gamme variée de produits, parce que avec ce qu'on a comme potentiel naturel, il est possible pour nous d'avoir une économie forte, diversifiée et capable même de répondre aux préoccupations de plusieurs pays dans le monde, en commençant bien sûr par les pays africains. Il y a des pays voisins ici qui ont des problèmes d'eau, alors que nous avons 53% des sources d'eau douce du pays. Mais moi, je ne pense même pas à ça. Je pense plutôt aux eaux de pluie. Si on mettait en place un programme pour recueillir les eaux de pluie, traiter cette eau et ensuite voir comment exporter ça. Mais imaginez tout le programme qu'il y a derrière en termes d'investissement public, en termes d'activité, d'emplois à créer et des retombées. Et ces retombées ne sont pas que sur le plan financier, le produit de l'exploitation de l'eau, mais aussi une dimension stratégique, dans ce sens que les pays qui dépendent de la RDC en termes d'eau devraient, lors des réunions régionales, internationales, prendre position en tenant compte du fait qu'ils ont une certaine dépendance par rapport à la RDC. Ce qui, d'un point de vue stratégique, donne à la RDC une plus grande force et un plus grand poids. Ça, c'est un élément, par exemple, sur lequel on peut tabler. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait agir sur la diversification des sources de croissance de notre économie pour y aller. Et là, nous avons un grand potentiel, même dans le secteur des services. Certains pays africains ne vivent que du tourisme. Et pourtant, nous, RDC, nous sommes 5e au monde en matière de biodiversité. Mais pourquoi est-ce que le tourisme n'arrive pas à nous rapporter suffisamment d'argent? C'est une question qu'on peut se poser. Donc là aussi, il y a besoin de faire des réformes pour développer le secteur et on gagnerait énormément. Imaginez un peu si on arrivait à rendre navigable le fleuve Congo et que les gens pouvaient prendre à partir du Poulmalebo un bateau pour parcourir toute la République, aller en croisière. Avec bien sûr des points de chute et on s'arrête là, il y a un hôtel de grande qualité, gens vont passer la nuit ou 2 jours là-bas, ils continuent à voir les Wagenia, arriver ici, il faut s'arrêter là, voir les bonobos. Voilà un peu, ça c'est de l'argent. Imaginez un peu ce que ça comporterait comme impact sur le tourisme et même aussi sur le transport des personnes et des biens dans le pays. Vous voyez cet élément, mais nous avons une autre richesse, c'est la gastronomie. À plusieurs reprises, nous avons eu... La gastronomie congolaise qui n'est pas très vendue à l'extérieur. Oui, très vendue, justement parce qu'on ne fait pas d'effort pour vendre ça. Nous avons reçu ici, au pays, à plusieurs reprises, des partenaires extérieurs américains, européens, asiatiques, qui apprécient beaucoup la cuisine congolaise. Mais est-ce qu'on arrive à exploiter cet élément-là pour... Oui, mais comment vendre cette cuisine lorsque les valeurs nutritives de ces repas, nous-mêmes, nous ne le maîtrisons pas? Au préalable, il faudra passer par des études. Justement, mais c'est ça que j'ai dit qu'il faudrait investir dans l'homme. Et quand je parle d'investir dans l'homme, c'est l'éducation, la recherche, la réflexion. Okay. C'est ça qui fait défaut. En fait, il y a des gens, des fois, qui agissent sans réfléchir, alors que tout doit partir de la tête. Pourquoi la tête se trouve au-dessus et les pieds en bas? Il faut que Dieu a commis une erreur en faisant l'homme ainsi. Non. Il savait que la partie la plus importante, c'est la tête. Et donc, tout part de là. Mais lorsqu'on ne fait pas suffisamment d'efforts pour réfléchir et apporter des solutions idoines aux